et la papillomatose laryngée, et puis les 12 types hautement oncogènes, dont principalement le 16 et le 18, qui sont les principaux impliqués. Voilà. La contamination HPV, elle est très facile. L'infection se fait dès qu'il y a un microtraumatisme qui altère la barrière épithéliale. Donc, un contact muqueux ou de la peau suffit et donc il n'y a pas besoin de pénétration pour se contaminer. Et donc, vous voyez tout de suite les limites de la prévention et notamment l'inefficacité du préservatif. Comment ça se passe quand on est infecté? On est asymptomatique. Dans 60 à 90% des cas, l'infection disparaît en 1 à 2 ans. On ne sait pas du tout exactement comment fonctionne le système immunitaire, comment il arrive à s'en débarrasser. En tout cas, dans le reste des cas, si on n'élimine pas soi-même le virus, l'infection est persistante. C'est un virus qui développe des mécanismes d'échappement au système immunitaire et qui va évoluer vers des lésions de haut grade, des lésions pré-néoplasiques et vers le cancer en 15 à 20 ans. Infection très fréquente, on estime que plus de 80% des femmes et des hommes vont rencontrer le virus au cours de leur vie. Ils vont le rencontrer très tôt au cours de leur vie sexuelle. Et donc, vous voyez les pics de prévalence, en fait, c'est les jeunes qui sont le plus infectés. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de traitement curatif du papillomavirus. Là, le fardeau du papillomavirus, quand on parle principalement de cancer, vous avez ici à la base de la pyramide les verrues anogénitales. Donc, on connaît bien les cancers du col de l'utérus chez les femmes, mais en fait, ce sont des cancers qui peuvent toucher toute la sphère anogénitale, hommes et femmes, et également la sphère ORL. La plupart du temps, c'est dû au 16 et au 18, et selon les dernières données de l'INCa, ça implique 7130 cancers par an en France. Les vaccins, dans cette diapo, on ne retient que le Gardasil 9, puisque c'est celui maintenant qui est universellement recommandé, donc qui effectivement couvre les 9 types principaux du papillomavirus, notamment les fameux 6, 11, 16 et 18. Vaccin qui s'injecte en intramusculaire, qui a l'AMM à partir de l'âge de 9 ans, adjuvanté en 2 ou 3 doses et il n'y a pas de rappel. En pratique, on vaccine tous les garçons et toutes les filles entre 11 et 14 ans et après, on rattrape garçons et filles jusqu'à l'âge de 26 ans. Il y a une recommandation particulière pour les enfants qui doivent recevoir une transplantation d'organes solides. On débute cette vaccination à partir de l'âge de 9 ans. Donc, en pratique, c'est maintenant devenu très simple. Avant 14 ans, c'est 2 doses. Vous avez un délai un peu large pour le rappel. Voilà, donc si on a loupé le M6, ce n'est pas très grave. Et à partir en dehors de ce cadre-là, c'est 3 doses pour toutes les autres indications, donc que ce soit 15-26 ans ou sur terrain d'immunodéprimés ou les candidats à une transplantation d'organes solides. Pareil, on a débuté le schéma, mais on ne l'a pas fini. On complète juste le schéma vaccinal incomplet. La couverture vaccinale en France, alors elle n'est pas bonne, elle est en amélioration. Là, ce sont les dernières données qui viennent de sortir. Je vous focus là juste les données Hauts-de-France. Donc chez les filles, en 2025, on est à 43%, donc on est sur les 11-14 qui ont eu 2 doses, versus 25% en 2024. Chez les garçons, on est à 33% de couverture vaccinale versus 18. L'année dernière, il y a eu 116 000 vaccins faits au collège, mais par contre, ça représentait que 11% des vaccins effectués dans le cadre du collège. Donc, c'est mieux. Il y a eu vraiment un impact très positif des campagnes de vaccination au collège, mais on est encore loin du compte, parce que vous voyez là, quand on compare les couvertures vaccinales, la France, elle est en rouge, elle est parmi les derniers, et on est bien loin de l'objectif de l'INCa et de l'objectif OMS. Si on rentre un peu plus dans le détail des vaccins, en tout cas, c'est un vaccin très immunogène, très efficace, taux élevé de séroconversion, des anticorps qui montent bien, qui sont de forte avidité, qui sont neutralisants. Il y a quand même un focus avec l'âge, puisque en fait, les types d'anticorps, ils sont les mêmes qu'on ait eu 2 doses avant 15 ans ou 3 doses après 15. Donc, il y a une corrélation avec l'âge sans qu'on ait d'explication plus précise de ça. La séropositivité, elle est prolongée bien au-delà de 10 ans, ce qui explique qu'on ne fait pas de rappel, avec des types d'anticorps qui sont stables et qui ne baissent pas avec le temps.
on n'a plus de doute du tout sur l'efficacité clinique préventive chez les femmes. On a de très nombreuses données d'essais cliniques de vie réelle sur l'efficacité sur les condylomes, les dysplasies et les cancers du col. On reste toujours avec cette efficacité qui est diminuée un peu avec l'âge et le cut-off se fait assez tôt à partir de 17 ans. Donc, vous avez là les données. Quand on vaccine quelqu'un avant 17 ans, la courbe d'incidence du cancer, elle reste plate, mais il n'est pas trop tard. Ça vaut toujours le coup de vacciner après puisqu'on réduit quand même l'incidence du cancer du col par rapport aux non-vaccinés. Chez les hommes, c'est pareil, on a un peu moins de données puisqu'on vaccine depuis moins longtemps. On est efficace sur les condylomes. On a des données sur les lésions précancéreuses. On n'a pas assez de recul. Il faut 15-20 ans pour faire un cancer pour avoir prouvé l'efficacité sur les cancers chez les hommes. Mais on retrouve une efficacité. Et pareil, on a un petit cut-off sur l'âge. C'est un vaccin qui est moins efficace à partir de l'âge de 18 ans. Des données très intéressantes, c'est qu'on a montré qu'on avait une efficacité clinique préventive dans la population. Donc, on a une immunité de groupe. Donc, quelqu'un qui n'est pas vacciné va être protégé par les jeunes qui sont vaccinés. Bien entendu, ça va dépendre de la couverture vaccinale. En général, une immunité de groupe, c'est à partir de 80%. Donc, on a bien montré l'efficacité, l'immunité de groupe en lien avec la vaccination des jeunes filles, mais également en lien avec la vaccination des jeunes garçons et des jeunes HSH. Donc, on protège le reste de la population des condylomes et aussi chez les femmes des dysplasies du portage vénital et ainsi que chez les hommes. Et les études, par contre, portent plutôt chez les hommes HSH. La tolérance, c'est un vaccin qui est bien toléré. Alors, c'est un vaccin qui est quand même bien réactogène, qui donne assez fréquemment des réactions immédiates au site d'injection, quelques effets généraux plus rares, et puis le petit focus chez les adolescents, on a quand même souvent des retours de malaise, voire de syncope. C'est un âge préférentiel pour la survenue des malaises et des syncopes. Donc là, vous avez le RCP avec tous les effets qui sont listés, qui sont bien connus. On a aussi en termes de tolérance, on n'a pas d'augmentation des pathologies auto-immunes et donc là, les réponses, elles ont été clairement apportées aux polémiques et ont fait suite au tout début de la vaccination 2008-2009, avec des données, qu'elles soient françaises de l'ANSM sur tout le nombre de doses, mais aussi des données internationales. Les perspectives, c'est quoi? C'est même encore probablement réduire le nombre de doses. Il y a déjà des pays qui ne font plus qu'une seule dose chez les moins de 14 ans et 2 doses ensuite. Ce sont les recommandations de l'OMS de faire une seule dose pour les fillettes et voire une seule dose ensuite. L'objectif étant d'avoir une grande disponibilité du vaccin, une plus grande facilité pour les pays à faibles ressources pour vacciner largement, puisque l'OMS nous donne un objectif mondial d'élimination du cancer du col de l'utérus qui est atteignable si on a une bonne couverture vaccinale. Au total, en conclusion, cette vaccination, son efficacité, elle est largement démontrée en prévention, que ce soit des cancers du col de l'utérus, des néoplasies intraépithéliales, de toute la prévention des lésions précancéreuses, de tous les cancers de la sphère anogénitale, des condylomes. C'est une vaccination qui est sûre. Elle est très efficace quand elle est réalisée à la préadolescence. Donc, vaccinons nos jeunes. Je pense que c'est vraiment la cible prioritaire, les 11-14. Et pour ceux qui ont loupé le coche, entre guillemets, il n'est vraiment pas trop tard. Ce qui est important, c'est aussi, on rattrape aussi tout le monde jusqu'à l'âge de 26 ans. Je vous remercie. Alors, un timing parfait. Alors, pour répondre à la première question qui était dedans, bien sûr, les diaporamas eux-mêmes seront disponibles juste après sur le site du CRATB du Hauts-de-France et vous aurez même le diaporama sonorisé au cas où vous voulez réécouter les commentaires. Donc, les deux sont disponibles si besoin. Et par ailleurs, si vous avez des questions désormais sur HPV, vaccination HPV, tolérance, safety, n'hésitez pas. Je vois le docteur Auvray, Madame Auvray qui est en train de lever la main. Allez-y, on vous écoute. Oui, vous m'entendez là?
Donc, ma question, c'était pourquoi la date, c'est... Normalement, c'est M0, M2 et M6. C'est le timing classique du schéma. Je ne sais pas si ça répond à votre question, si vous aviez d'autres questions supplémentaires, notamment si les gens ont un petit peu dépassé déjà le délai entre la première et la deuxième. Oui. Donc, en tout cas, quand les gens, donc dans le schéma à 3 doses, quand les gens, par contre, ont fait une première dose, que vous faites la deuxième dose à 4 mois, ce qui est important, c'est de ne pas rapprocher la troisième à 6 mois, mais bien laisser l'intervalle entre la deuxième et la troisième dose, donc il va être de minimum de 4 mois. N'hésitez pas, vous pouvez soit prendre la parole par voie orale, soit directement via le téléphone. Via le chat, pardon. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Auvray. Oui. Oui, est-ce que Bexero, la question sur le chat, c'est est-ce que le Bexero et Gardasil peuvent se faire en même temps? Oui, tout à fait, ça a été étudié, il n'y a pas de problème. Alors, c'est tous les deux des vaccins un peu réactogènes, hein, donc ils vont avoir mal des deux côtés. Quoi? Ah, je sais pas. Après, donc, on discutait avec le professeur Faure qui dit que par contre, il n'y a pas de données sur l'association Gardasil et Trumemba. Après, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Hein. Voilà, ce ne sont pas des. Voilà, je pense que aucun problème pour. C'est la réactogénicité qui peut être un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Je te laisse la place. Donc, je laisse la place au docteur Courroyer. On est parti maintenant sur 10 minutes sur le pneumocoque. Je vais vous partager l'écran. Hop. Et là, tu as tes... Ah, voilà. Hop. Et voici. Mais je vais juste partager, il faut que je partage l'écran. Il faut que je partage l'écran pour tout le monde. Hop. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Alors par contre, moi, je vais être un petit peu moins sur le temps, puisque sur ce sujet avec les différents sérotypes, je vais être un petit peu plus longue. Donc voilà, vous me pardonnerez ce petit dépassement. Donc l'objectif de cette présentation est de faire le point sur la vaccination antipneumococcique en 2026, en abordant à la fois l'état actuel de la situation épidémiologique, les limites observées en termes de couverture vaccinale et l'évolution récente de l'offre vaccinale. Elle vise aussi à apporter des éléments d'aide à la compréhension, à la décision, dans un contexte qui est marqué par la persistance des infections invasives à pneumocoque et par l'arrivée de nouveaux vaccins conjugués. Cette mise au point est avant tout justifiée par un enjeu majeur de santé publique. Le Streptococcus pneumoniae est une bactérie commensale du rhinopharynx de l'homme, hautement recombinante, et c'est le principal pathogène responsable des pneumonies aiguës communautaires. Chaque année en France, on estime à environ 6 000 le nombre d'infections invasives à pneumocoque, comprenant des pneumonies non bactériémiques, des bactériémies, des méningites, et avec une morbimortalité qui est toujours importante. L'incidence est particulièrement élevée aux âges extrêmes de la vie, chez le jeune enfant du fait de l'immaturité du système immunitaire, chez l'adulte plus âgé de fait de l'immunosénescence, des comorbidités et chez les sujets immunodéprimés ou ceux qui souffrent de pathologies chroniques.
Il demeure la première cause de mortalité liée aux infections respiratoires avant l'âge de 5 ans dans le monde. Lorsqu'on regarde les incidences des infections à pneumocoque observées dans l'ensemble de la population, on note une nette diminution suite à l'introduction du VPC 13 dans toutes les tranches d'âge. Cependant, après le creux de la pandémie 2019, le réseau EPIPDAC note en 2024 une poursuite de la hausse des infections invasives dans la majorité des classes d'âge, rendant la question vaccinale particulièrement d'actualité. Le second élément clé qui explique aussi cette mise au point, c'est la couverture vaccinale qui reste très insuffisante en France chez l'adulte. La vaccination est bien intégrée chez l'enfant avec des couvertures qui sont supérieures à 90% avant 2 ans, qui reflètent l'effet durable de l'obligation vaccinale introduite en 2018. Cependant, 8 à 10% des nourrissons ne complètent pas le schéma avec des disparités régionales qui restent persistantes. Avant 2025, la vaccination antipneumococcique chez les seniors et les adultes à risque élevé était un échec, avec moins de 20% de couverture vaccinale, alors qu'il s'agit de la population la plus exposée aux formes graves. D'autre part, concernant les données de la vaccination des 7 millions estimés d'adultes à risque d'infection à pneumocoque qui sont visés par les recommandations, Benjamin Davido avait retrouvé 9,9% en 2020 de couverture vaccinale pneumococcique avec un âge moyen de 65 ans, plus ou moins 15,6 ans. Enfin, l'année 2026 est marquée par l'évolution de l'arsenal vaccinal avec la disponibilité de 2 vaccins conjugués chez l'adulte, le PCV20 et le PCV21, qui conduit légitimement à réinterroger les choix vaccinaux et les stratégies de prévention. Donc, cette diapositive retrace l'évolution des recommandations vaccinales antipneumococciques en France au cours des dernières années. Elle illustre à la fois l'adaptation aux données épidémiologiques et l'évolution de l'offre vaccinale. Historiquement, la stratégie chez l'adulte reposait sur une séquence vaccinale qui combinait le vaccin conjugué et le vaccin polysaccharidique, principalement chez les immunodéprimés ou à très haut risque. À partir de 2017, puis de façon plus marquée en 2023, les recommandations ont évolué, ont intégré des vaccins conjugués à plus large valence avec l'introduction du PCV13 puis du PCV20 en simplifiant les schémas et en ciblant davantage les adultes à risque et les personnes âgées. En décembre 2024, ce fut une grande avancée puisque on a pu, ça a été mis uniquement sur l'âge à partir de 65 ans, sans les autres critères de comorbidité. Ce fut une étape importante. Et puis l'année 2026 voit l'arrivée du PCV 21, ouvrant la perspective d'un ciblage encore plus fin des sérotypes impliqués dans les infections invasives. Enfin, cette chronologie s'inscrit dans une révision en cours de la stratégie vaccinale par la Haute Autorité de Santé, avec des questions encore ouvertes sur la place et la perspective des vaccins selon l'âge, le niveau de risque et les situations cliniques. Concrètement, quelle est la place du PCV 21 chez l'adulte ? Recommandations préférentielles ou non? Quelle est la place du PCV20 dans la stratégie vaccinale pédiatrique, ce vaccin ayant l'AMM depuis décembre 2024 chez les nourrissons, enfants et adolescents? Donc, pour comprendre un peu tout ça, il faut se reposer sur un peu l'épidémiologie des infections invasives. Et donc, chez les nourrissons, de 0 à 23 mois, l'introduction du PCV13, comme dit précédemment, a entraîné une chute spectaculaire des sérotypes vaccinaux historiques. Aujourd'hui, les infections invasives dans cette tranche d'âge sont principalement dues aux sérotypes de remplacement, comme le 24F, le 15A ou le 10A, dont plusieurs sont désormais couverts par des vaccins de haute valence. Cela s'illustre par une très bonne efficacité directe de la vaccination avec un remodelage profond de l'écologie bactérienne. Et par contre, chez les adultes de 64 ans, la situation est différente. On observe un bénéfice indirect de la vaccination pédiatrique avec la chute des sérotypes du VCV13, mais incomplète. Certains sérotypes restent très présents,
invasifs, comme le 3, le 8, le 22, le 12F, qui expliquent une incidence toujours élevée des infections invasives dans cette population. La part des sérotypes couverts par le PCV20 et le PCV21 augmente, renforçant l'intérêt d'une vaccination ciblée chez le sujet âgé. Et donc, la vaccination a profondément transformé l'épidémiologie de l'enfant, alors que chez le sujet âgé, la persistance des sérotypes invasifs justifie l'évolution actuelle des recommandations des stratégies vaccinales. Donc, cette diapositive, maintenant, elle zoome sur les sérotypes qui sont responsables des infections invasives chez l'adulte au premier semestre 2024, donc en bas en jaune, en comparaison avec l'année précédente. On retrouve un profil très stable par rapport à 2023, avec quelques sérotypes clairement dominants. Le sérotype 3 reste l'un des principaux contributeurs des infections invasives, Ça s'explique à la fois par une efficacité vaccinale qui est limitée sur ce sérotype et par des mécanismes d'évasion immunitaire avec un potentiel invasif important. On observe également une place majeure du sérotype 8, ce qui n'est pas inclus dans le PCV 13 ni dans le PCV 15 et qui contribue fortement à la charge des infections invasives chez l'adulte. De la même façon, les sérotypes 22 et 12F sont bien représentés. Le sérotype 24F des vaccins conjugués disponibles et en 2023 et en 2024 est également présent. Avec parallèle, on note une diminution de la sensibilité à la pénicilline qui est observée ces dernières années, ce qui pose un double enjeu à la fois vaccinal et de résistance. Chez les adultes de 18, de façon plus spécifique, avec cette fois-ci les couvertures des vaccins qui sont illustrées, les données du CNRP montrent chez les adultes de 18 à 64 ans, on a un effet indirect majeur de la vaccination pédiatrique. Les infections invasives au sérotype 13 ont quasiment disparu, à l'exception notable du 3, du 19F et A qui persistent de façon limitée. En revanche, on observe l'émergence et la dominance des sérotypes non PCV13 sur la droite, qui représentent aujourd'hui l'essentiel du fardeau des infections invasives dans cette tranche d'âge. Si on regarde celle pour les adultes de plus de 65 ans, donc par rapport à ce qui vient d'être décrit, l'apport spécifique du PC21 chez les plus réside dans l'élargissement de la couverture à des sérotypes responsables, d'une part significative des infections invasives, notamment le 9N, le 23A et le 24F, qui ne sont pas couverts par le PCV20. Donc, après avoir vu les sérotypes vaccinaux qui circulent sur cette diapositive, va vous résumer un peu l'arrivée successive des vaccins conjugués avec une augmentation progressive de la couverture sérotypique. Vous avez donc, par rapport au PCV 13, l'adjonction de 2 sérotypes avec le PCV 15. Le PCV 20 en ajoute 7. Et par contre, le PCV 21 n'est pas un 20 plus 1, mais il ajoute bien 10 nouveaux sérotypes. Ces sérotypes ont été ciblés précisément pour couvrir ceux qui émergent actuellement chez l'adulte. Quand on applique ces valences aux choux responsables d'infections invasives, on se rend compte que chez l'adulte, 62% des infections invasives seraient théoriquement couvertes par le PCV20 et contre 86% avec le PCV21. C'est illustré sur les diagrammes sous-jacents et ce gain est observé autant chez les plus 64 ans que chez les 18-64 ans. Et donc, ces données illustrent que le choix de la balance n'est plus seulement quantitatif, mais repose sur l'adéquation entre les sérotypes circulants actuels et la population cible. Maintenant, quelques données sur ce nouveau vaccin qui est arrivé en janvier, le vaccin pneumococcique conjugué 21 valent, Capvaxive, qui est porté par une protéine vectrice, le CRA197. Il a eu l'AMM dans l'immunisation active dans la prévention des infections invasives et des pneumonies causées par le Streptococcus pneumoniae chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Dans le cadre de son développement clinique, le programme STRIDE regroupe plusieurs études, en particulier à partir de 50 ans, âge où le risque d'infection invasive augmente nettement.
Et donc, la dernière étude Strine-9 est l'étude pivot dans cette population. Elle montre que le PCV21 induit une réponse immunitaire robuste pour l'ensemble des 21 sérotypes avec une immunité non moins inférieure au vaccin de référence pour les sérotypes communs et une réponse fonctionnelle démontrée pour les sérotypes additionnels. Ces résultats sont maintenus chez les plus de 65 ans malgré l'immunosénescence, facteur qui souvent est gênant avec différents vaccins, avec un profil de tolérance favorable et sans signal de sécurité spécifique à l'âge. Strine-9 apporte ainsi des données solides en faveur d'une couverture sérotypique élargie et soutient la réflexion sur l'évolution des stratégies vaccinales. Ça, c'est un tableau qui va vous un peu comparer l'efficacité, la tolérance et les modes d'emploi des différents vaccins, si je peux parler ainsi. Donc, d'un côté, les conjugués et le vaccin historique, le vaccin polysaccharidique 23 valent. Les conjugués induisent une réponse immunitaire T-dépendante avec une mémoire immunitaire, à la différence du VPP23. Le VPC21 couvre 21 sérotypes et se distingue par une réponse fonctionnelle de très haut niveau, supérieure à celle du VC20 pour les sérotypes additionnels, ce qui est très logique, avec une efficacité jugée très bonne chez l'adulte, ciblant les sérotypes persistants responsables des infections invasives. Tolérance entre les VPC comparables, sans nécessité de rappel a priori en fonction de l'évolution des sérotypes, mais on en reparlera après. Et à l'inverse, le VPP23, malgré une couverture antigénique plus large, présente une efficacité plus limitée, une tolérance moins favorable avec une grande réactogénicité et il induit une réponse immunitaire de moins bonne qualité, particulièrement avec qui peut nous pousser à s'interroger sur la pertinence de ce maintien dans le schéma vaccinal des sujets pédiatriques à risque élevé. Donc, les messages clés pour la pratique. En France, la HAS recommande la vaccination contre le pneumocoque, VPC20 ou VPC21, des sujets de plus de 65 ans, des immunodéprimés âgés de 18 ans et plus, des sujets à risque, syndrome néphrotique, maladie chronique sévère, fuite de LCR, implant cochléaire. Le schéma vaccinal adulte est simple. Pour un sujet naïf, une dose de VPC20 ou VPC21. Un sujet qui a déjà été vacciné avec une seule injection, que ce soit le PCV13 ou le VPP23, il y a plus d'un an, une dose de VPC20 ou VPC21. Et pour si un sujet a été correctement vacciné dans le bon ordre, VPC13 plus VPP23 à 8 semaines, il y a plus de 5 ans, une dose de VPC20 ou VPC21. Si un sujet, puisqu'on commence à avoir des sujets qui ont déjà reçu le VPC20, plus rarement le VPC21. Pour l'instant, il n'y a aucune indication de rappel ni de schéma séquentiel VPC20 puis VPC21. Les co-administrations sont possibles pour les deux vaccins avec le vaccin grippal et pour le VPC20, pour l'instant, on a des données sur l'ARN contre le Covid. Je rappelle juste que chez les enfants à risque, pour l'instant, le schéma est toujours VPC13 ou VPC15 pour le VPP23 à 8 semaines, en attente du compte-rendu de l'HAS. En conclusion, l'épidémiologie des infections invasives à pneumocoque en France est en pleine évolution, marquée par l'émergence de nouveaux sérotypes responsables d'une part croissance des cas chez l'adultes. Aujourd'hui, 2 vaccins conjugués sont disponibles chez l'adulte avec un gain de couverture progressif sur ces sérotypes émergents, en particulier avec le PC21 qui apporte une couverture allergie par rapport aux valentes précédentes. Cette valeur ajoutée sera bien sûr à être confirmée par les données d'efficacité en vie réelle qui seront essentielles pour guider les choix futurs. Par ailleurs, des nouveaux vaccins sont en cours de développement, laissant entrevoir encore des adaptations continues dans notre arsenal vaccinal et ces évolutions rendent probable une mise à jour des recommandations de stratégie vaccinale dans les prochaines années. Dans ce contexte, l'enjeu majeur reste d'améliorer la couverture vaccinale chez les adultes et en particulier chez les personnes à risque qui présentent la majorité des cas graves et des décès liés aux infections invasives à pneumocoque. Et le message final est clair, il faut agir, vacciner et donc protéger. Je vous remercie. Je vous mets juste cette dernière slide que vous pourrez retrouver sur le site du CRATB avec l'ensemble de l'endroit où vous pourrez trouver toutes les informations, les actualisations et je vous ai mis le calendrier simplifié des vaccinations de 2026 qui est paru hier.
Je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Pas de questions. Eh bien, je vais laisser la parole au professeur Emmanuel Faure qui va vous présenter son topo sur les méningites et la vaccination en particulier. Effectivement, on va passer. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un petit plus sur le pneumocoque. Juste après, on peut en reparler si des questions viennent derrière, c'est pas très grave. Ce que je vous propose ici, c'est de continuer et d'enchaîner sur la vaccination du méningocoque chez l'enfant et l'adolescent. Sachant qu'ici, il y a plusieurs objectifs ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette vaccination et ces indications vaccinales ont changé et de comprendre à quoi ça va servir, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Donc là, il n'y aura pas de scoop sur cette première diapo. Vous avez vu, que ce soit dans le 25 ou maintenant dans le calendrier 2026, il n'y a pas de gros changements. Et désormais, on demande qu'il y ait une vaccination qui est obligatoire contre le méningo-ACY chez les enfants avec 2 injections à 6 mois et à 12 mois. Une vaccination obligatoire chez les enfants contre le méningo-B qui est à 3 mois, à 5 mois et à 12 mois. Et donc, il y a des vaccinations recommandées chez l'adolescent. J'ai bien vu la question EHPAD. Ah, vous ne voyez pas les slides. Je vous remets ça rapidement. Hop. Est-ce que c'est tout bon? Il y a pas... Merci beaucoup. Donc là, vous connaissez ce nouveau calendrier avec donc des vaccinations obligatoires pour le méningo-ACY et pour le B chez les enfants en bas âge, des vaccinations recommandées chez les adolescents. On a bien vu la question sur EHPAD, VPC 21 et 20. On y revient juste après. Alors, première chose à bien voir, et ça vous vous en rappelez bien, il a été recommandé pendant un temps de faire le méningo-C en France à partir de 2008. Puis en 2018, avec les autres vaccins, il est devenu obligatoire chez les jeunes enfants avec 2 injections M6, M12. En 2022, s'est ajouté une recommandation chez les jeunes enfants contre le méningo-B. Et puis là, en 2025, vous voyez qu'on couvre l'ensemble des méningocoques ACYW et méningo-B. Alors pourquoi? Un focus très simple, si je prends l'état des lieux avant 2020 et si je prends maintenant, remarquez bien que dans le monde, le méningo ou les infections invasives à méningocoque, ce n'est pas exactement la même épidémiologie. Cependant, en France et en Europe, on partage pas mal de choses entre les différents pays. On partage la même écologie avec Israël, on partage la même écologie avec l'Australie. Et vous voyez qu'auparavant, en rouge, c'était du méningo B à 50%, on avait du méningo C à 22%, le W et le Y étaient un peu moins prépondérants. Et puis maintenant, en 2024, il y a 2 choses à voir. D'une part, le nombre et l'incidence de l'infection invasive à méningocoque, elle a nettement augmenté. On est à plus 30% par rapport à il y a 10 ans. Et quand on regarde maintenant les sérotypes, eh bien, ce que l'on voit, c'est que la vaccination contre le méningo-C, qui est en bleu ici depuis 2018, qui est obligatoire chez les enfants, a bien réduit le nombre de cas. Mais par contre, elle a laissé la place ici au méningo-B, au méningo-Y et surtout au méningo-W, dont on va voir que lui, eh bien, il est grévé d'une mortalité qui est bien plus importante que les autres et il nous inquiète énormément. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. D'une part, quantitativement, le nombre d'infections invasives à méningocoque, il a nettement augmenté. On en met même plus qu'avant l'ère pré-Covid. Et tout ce qui se passe entre 2020 et 2022, c'est quasiment ininterprétable, puisqu'à ce moment-là, tout le monde a un masque. C'est une maladie à réservoir humain, à transmission oropharyngée. C'est dans votre pharynx qui vit le Neisseria meningitidis. Et donc forcément, à partir où on est en lockdown et on met un masque, le nombre de cas se réduit par la transmission. Et on voit une réascension qui est très élevée. Et dans cette réascension, eh bien, malheureusement, si on regarde maintenant sérotype par sérotype, eh bien, 3 choses à voir ici sur le graphique de gauche. La première, c'est que le méningo-C, il a été réduit par la vaccination obligatoire chez les enfants et lui, il ne revient pas. Sous-entendu, une stratégie vaccinale d'intérêt.
La deuxième chose, c'est que le méningo B, lui, il remonte. Et par contre, on a une franche ascension du méningo W. C'est ce que vous pouvez voir sur votre droite, sur le graphique. C'est que le méningo W, il est beaucoup plus important qu'avant. Ça représente quasiment un tiers d'état, tout âge confondu. Mais par contre, vous voyez que la mortalité, c'est pas 6, 7, 8%, c'est 20%. Donc c'est bien plus élevé. Il est beaucoup plus virulent. Et même si le méningo B demeure le plus fréquent, cette augmentation du méningo W en France, mais on va voir que c'est un peu partout en Europe, elle a été déjà observée. C'est normal, à partir du moment où on va commencer à cibler certains méningocoques, on va en faire émerger d'autres, et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, qui sont les populations? Et ça, c'est vraiment probablement un des messages clés pour comprendre la stratégie vaccinale contre le méningocoque. Même si ça peut paraître étonnant, ce que je veux dire, le méningocoque, c'est une maladie très grave. Les infections à méningocoque invasives, que ce soit les méningites ou le reste, ça reste des infections sévères. Néanmoins, ça touche quelques âges clés de la vie. Vous voyez que l'incidence, elle est maximale avant 5 ans et surtout dans la première année de vie. Puis ensuite, on a un deuxième pic d'incidence chez les adolescents. Et après, on est très loin avec la séquence, avec l'immunosuppression chez les plus de 70 ans. Mais néanmoins, quand on regarde les incidences, ça reste quand même des maladies rares, même si c'est dur à dire comme ça, c'est une maladie très rare. Donc en termes d'enjeux de santé publique, vacciner énormément de personnes pour une maladie rare, il faut qu'elle soit très grave. Et c'est donc, il faut un vaccin qui soit très efficace pour pouvoir faire une injonction, une recommandation vaccinale comme celle-ci. Mais clairement, les cibles de la vaccination, là où c'est le moins rare, c'est entre 0 et 5 ans et chez l'adolescent. Vous comprenez donc bien pourquoi on se centre dessus, mais ce n'est pas le seul argument. Le deuxième argument maintenant, c'est que qualitativement, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Quand on regarde par exemple les adolescents, donc on va prendre les 5-14 ans ou les grands adolescents, voire les tanguis, les 15-24 ans, eh bien c'est 60% du B et à peu près 30% des autres. Par contre, quand on regarde les autres catégories d'âge, vous voyez que le méningo W, celui qui nous inquiète le plus, dans les autres catégories d'âge, chez le petit enfant ou chez les adultes, c'est un tiers des cas. C'est énorme. Donc, on a bien ces deux pics d'incidence avec qualitativement des petites disparités entre elles. Maintenant, quand on regarde les méningos effectivement de l'autre côté, c'est-à-dire les sujets âgés, les plus jeunes enfants, le W et le Y sont beaucoup plus importants et beaucoup plus prévalents. Et ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que le méningo, les méningocoques B, W, Y, etc., qui sont les principaux porteurs dans la population, ce sont les ados et les jeunes adultes. Qui sont ceux qui vont essaimer ça dans la population? Ce sont les ados et les jeunes adultes. Le portage il est estimé entre 10 et 20% des adolescents. Et donc, fatalement, si à un moment on a un vaccin qui permet aussi de diminuer le portage et la transmission, la population par laquelle le méningocoque dissémine dans la population générale, ça en devient une population cible de la vaccination avec deux bénéfices. Les adolescents, c'est la plus grande incidence, on va les protéger individuellement, mais en plus, si le vaccin permet de réduire la transmission, ce qui est le cas du méningo ACYW, ce qui n'est pas le cas du vaccin contre le méningo B, eh bien, ça va permettre de réduire le nombre de cas dans la population générale. Bref, un effet altruiste et un effet individuel. Eh bien, c'est la deuxième argumentaire de ces changements de la vaccination. Alors, comment enrayer le méningo W et le méningo Y, cette augmentation de l'incidence? Nous n'avons pas été les seuls pays à avoir ce problème. Et je prends un exemple ici de la Hollande, mais j'aurais pu prendre l'Angleterre, j'aurais pu prendre la Belgique, j'aurais pu prendre l'Australie, qui partagent la même épidémiologie. À force d'avoir vacciné nos enfants contre le C et le A, on a fait émerger le W et le Y. Et forcément, si on fait émerger le W et le Y, on est grévé d'une mortalité plus importante. Tout le monde a observé que ces épidémies de méningite à méningocoque W et le portage du méningocoque W étaient plus présents chez les adolescents. Et donc la stratégie était de dire on va protéger les deux catégories d'âge, celle à plus risque d'incidence, c'est-à-dire les enfants en bas âge de moins de 1 an, et on va aller vacciner des adolescents pour deux raisons. Un, on veut les protéger, mais deux, comme le vaccin méningo contre le méningo ACYW diminue le portage et diminue la transmission, eh bien en vaccinant les adolescents, on va avoir un bénéfice sur les populations qui sont non vaccinées. Là, c'est ce que vous voyez ici, en vaccinant des adolescents sur une campagne pendant 3 ans, en 2017, en 2018 et en 2019, le nombre de méningites à méningo W a drastiquement diminué en Hollande. Cet effet hollandais, je peux vous le montrer dans plein d'autres pays où le programme a été le même, c'est-à-dire on vaccine les plus jeunes enfants parce que c'est la plus grande incidence, on vaccine les ados parce que c'est eux qui spreadent et qui disséminent les méningocoques dans la population générale. Et vous voyez, bénéfice direct individuel, on réduit de 80-90% l'incidence des infections invasives à méningocoque ACYW dans la population cible, les moins de 1 an, même les moins de 5 ans et les ados. Mais en
plus de ça, du fait d'avoir ciblé les ados directement, eh bien, ça va protéger leurs fratries, leurs frères et sœurs, et ça va protéger le reste de la population non vaccinée. Vous voyez qu'il y a 40 à 50% de diminution de l'incidence des infections invasives à méningocoque, ACYW, dans les populations vaccinées. Donc, vous voyez que la vaccination de l'ado, elle répond à deux choses. Un, l'individuel, et deux, c'est la seule chose qui va vous permettre de diminuer l'incidence dans les populations non vaccinées. Et ces populations non vaccinées, les sujets très âgés, les sujets un peu plus adultes, l'incidence est tellement faible qu'il ne serait absolument jamais coût efficace de vacciner l'ensemble de la population. C'est impossible. Quand on regarde la persistance des taux d'anticorps qui sont associés globalement, ici, ce sont des anticorps neutralisants. À partir du moment où vous avez un titre d'anticorps neutralisant, ici, c'est du sérum bactericidal antibody, supérieur à un huitième, c'est que vous avez, et c'est associé, et c'est même corrélé à un effet de protection. Une seule dose chez un enfant ou une seule dose chez un adolescent, ça, vous avez des anticorps persistants encore pendant 10 ans, et il y a des titres significatifs, ce qui veut dire que si vous vaccinez à 1 an, vous les protégez jusqu'à 11 ans, et si vous les vaccinez à 11 ans, vous les protégez jusqu'à 21 ans. Vous comprenez pourquoi, entre 11 et 14 ans, on vous demande de les revacciner, puisque vous allez couvrir jusqu'à l'âge du jeune adulte. C'est l'âge clé où il y a l'augmentation de l'incidence et bien sûr la dissémination, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc voilà pourquoi ce qui vous explique. Maintenant, pour ça, vous avez bien vu que les enfants de moins de 5 ans, c'est la catégorie à très haut risque. On veut les protéger à titre individuel. Donc, on va pouvoir les vacciner à M6 et à M12 contre ACYW. Pourquoi on les rattrape jusqu'à l'âge de 3 ans? C'est très simple. Vous avez vu l'incidence maximale ici, jusqu'à moins de 5 ans, c'est jusqu'à 3 ans, elle est maximale. Donc, on veut ce bénéfice individuel, d'où ce rattrapage jusqu'à l'âge de 3 ans. Pour les enfants de moins de 5 ans et concernant le méningo-B, il n'y a pas de bénéfice collectif. C'est un vaccin individuel. Le bénéfice de cette vaccination dans le temps, on estime qu'il est entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire au-delà de ça, vous n'avez plus de bénéfices, vous n'avez plus de protection associée à la vaccination. Voilà pourquoi on les vaccine très très tôt, parce qu'il est très prévalent avant l'âge de 1 an, et bien on les vaccine dans la première année de vie. Et pourquoi vous avez un rattrapage jusqu'à l'âge de 5 ans? C'est très simple. L'indication, c'était 2022. 2022, c'est sorti ça en 2025. 2 plus 3, ça fait 5. Donc on va rattraper tous ceux qui ne l'ont pas eu depuis 2022, soit jusqu'à l'âge de 5 ans. Chez les ados, vous avez compris, l'enjeu est le même. Il y a un enjeu individuel, on veut les protéger parce que c'est une incidence. Alors, ce n'est pas aussi élevé que la première année de vie, mais si vous regardez bien, on est comme la deuxième ou la troisième année de vie. Donc, on va les protéger de façon individuelle contre le méningo-B. Vous avez vu, c'est 60% des cas. Et surtout, et quasiment, ça devrait être obligatoire. On aurait dû le demander comme obligatoire. On veut protéger le reste de la population générale ainsi que les ados contre ACYW, et particulièrement cette augmentation du W. Donc, voilà. Pourquoi il y a eu ces changements avec ces vaccinations obligatoires et recommandées qui répondent à la fois à un bénéfice dans une catégorie d'âge pour un bénéfice individuel et pour le méningo-ACYW pour un bénéfice de santé publique. Je vous remercie. Alors n'hésitez pas naturellement s'il y a des questions sur le méningo-ACYW, méningo-B, n'hésitez pas du tout. Et on va répondre tout de suite aussi en même temps à la question sur la vaccination dans les EHPAD pour le PCV1 ou le PCV21. Alors, pour l'instant, hein, on a effectivement, selon les recommandations, pas de recommandations préférentielles, mais comme si vous avez bien suivi le topo, on a quand même un intérêt, concernant les sérotypes qui circulent chez les sujets plus âgés, à utiliser le PCV21. Si on s'intéresse au coût du vaccin, il est le même, puisqu'on sait que dans les EHPAD, ça peut être aussi un frein, que ce soit PCV20 ou PCV21, il doit y avoir 1 € de différence entre les deux vaccins et plutôt en faveur du PCV21. Donc, voilà la réponse à la question. Je prends la question sur le rattrapage vaccinal pour le méningo-B jusqu'à 5 ans. Eh bien oui, vous pouvez rattraper du méningo-B jusqu'à 5 ans. En réalité, le méningo-B, vous pouvez le faire à tout âge. C'est juste que là, il y aura un remboursement jusqu'à l'âge de 5 ans. Par contre, si l'enfant a ici plus de 2 ans, le schéma, ce sera M0, M1. C'est uniquement 2 injections. Absolument. Alors, je réponds au message de
du docteur Tess. Pour les enfants de 5 à 11 ans, effectivement, alors, on peut les vacciner. Par contre, malheureusement, il n'y aura pas de remboursement qui sera fait. Donc, ce n'est pas un problème de les vacciner ou non. Par exemple, si, imaginons qu'il y avait un voyage dans la ceinture du méningocoque, ça vaudrait le coup de les vacciner. Néanmoins, si on attend bien l'âge des 11 ans, et là, je vous le rappelle, si toutefois un parent voulait le faire quand même entre 5 et 11 ans, le schéma du méningo B, c'est 2 doses M0 M1, et le schéma du méningo ACYW, c'est une seule dose. Le méningo ACYW, à partir du 12 mois, il n'y a qu'une seule dose qui est nécessaire. Non. Alors, le vaccin contre le méningo B n'est lui pas remboursé entre 11 et 14 ans. Maintenant, j'ai bien vu ta question, absolument. C'est à partir de 15-24 ans où c'est un remboursement à titre de décision individuelle et temporaire. La différence entre Nimenrix et Bexsero, alors le Nimenrix, c'est le vaccin conjugué ACYW, tandis que le Bexsero, c'est un vaccin qui est exclusivement, c'est pas du tout la même plateforme, donc c'est le Nimenrix, c'est un vaccin qui vise les sucres, c'est les antigènes sucrés de la capsule du méningo ACYW, des méningo ACYW, tandis que le Bexsero, c'est un composé d'antigènes, il y a 4 antigènes différents à l'intérieur qui visent des protéines intracellulaires et de membrane exclusivement du méningo B. Le Bexsero, son autre nom, c'est Forcimed B. Il existe un autre vaccin contre le méningo B qui a l'AMM uniquement à partir de 10 ans, qui s'appelle aussi le Tumemba et qui vise une protéine qui s'appelle FHBP. Et ça, pareil, c'est des schémas à 2 doses ou à 3 doses, mais uniquement à partir de 10 ans. Le corollaire, pour répondre aussi à votre question, pourquoi il n'y a pas un vaccin qui sont tous ensemble, c'est très bête, c'est que en fait, l'antigène capsulaire du méningo B, il mime étrangement une protéine de l'acide sialique, enfin il mime l'acide sialique qui est présente sur les cellules gliales humaines. Ce qui fait que si vous donnez ça à un humain, il fait une encéphalite auto-immune. C'est pour ça qu'on n'a jamais pu développer un vaccin contre le méningo B avec la même plateforme vaccinale que le ACYW. Pour les plus de 24 ans, vous voyez, l'incidence après 24 ans, elle diminue fortement. Donc, le risque de la survenue d'une infection invasive à méningocoque, il n'est pas nul, mais il est beaucoup plus bas. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'indication de vaccination à titre individuel. Ce serait absolument pas co-efficace. Néanmoins, si on avait une forte couverture vaccinale chez nos adolescents, eh bien, probablement que les chiffres entre 25 et 65 ans, ils seraient encore plus bas, voire même divisés par 2. Alors, la question suivante est de savoir, a-t-on une idée des discussions qu'il peut y avoir concernant la place du PC21.1 pour les patients qui viennent de recevoir un PCV20? Pour l'instant, on n'a pas de recommandation. Il y a, comme dans les dernières recommandations, là, dans le dernier calendrier vaccinal, ils disent qu'il n'y a pas de place pour un schéma séquentiel. Et donc, on attend d'avoir un peu plus d'informations. Je vais vous passer Emmanuel, qui lui a des données complémentaires. Il est dans. Alors, pour les schémas hétérologues, merci Manon pour la question. Pour les schémas hétérologues, pour le moment, effectivement, il y a 0 étude, nada, même en de population spécifique, donc pas d'indication pour le moment. La deuxième chose qui se discute, c'est des revaccinations chez les patients hautement immunodéprimés à 5 ans. Ça, tu verras, on peut en parler rapidement si tu veux. La deuxième chose, par contre, pour les essais vie réels, parce que ça rejoint cette question-là, les données de vie réelle, c'est-à-dire des vaccinations, ça a été fait avec le VPC20 en vie réelle sur les pays de l'hémisphère nord, sur plusieurs centaines de milliers de patients, et là, ça vous montre un bénéfice sur la survenue de pneumonie à pneumocoque. Ce n'est pas un essai laboratoire, c'est un essai vie réelle. Donc, de pneumonie à pneumocoque, ça réduit le nombre, ça réduit le nombre d'hospitalisations et ça réduit même le nombre d'hospitalisations pour pneumonie toute cause. C'est-à-dire qu'on sait tous très bien que les pneumonies communautaires, on les documente jamais parce qu'on ne fait pas graffer les patients, y compris chez les patients de plus de 65 et de 75 ans. Sous-entendu, c'est la première fois qu'on a une preuve d'efficacité clinique d'un vaccin contre le pneumocoque.
Le cas en Angleterre pour Léa, alors je suis désolé de vous appeler pour votre présence parce qu'il n'y a pas votre nom. Le cas en Angleterre, vous voulez parler de l'épidémie dans le Kent qui est apparue en novembre 2025, c'est du méningo B. Et sur les données du CNR actuel, ce méningo B, en fait, il est bien couvert par, que ce soit le Bexsero ou le Trumemba, c'est pas un échappement vaccinal, à la différence du cas de la crèche de 2023 qui était dans la banlieue londonienne, qui était un échec Bexsero, mais qui était couvert par le Trumemba. Voilà. Pour le docteur Mikolajczak, Nathalie, stabiliser est-elle davantage à risque après 24 ans? Vous parlez pour le pneumocoque ou le méningocoque? C'est juste pour pouvoir bien répondre à votre question. Pour le méningocoque, non, il n'y a pas de surrisque sur une passion asthmatique. La corticothérapie au long cours, par exemple, n'est pas un facteur de risque recensé d'infection invasive à méningocoque. Si je prends par exemple des patients qui sont en trithérapie ou en transplantation d'organes, ça ne l'est pas. Vraiment, les sujets les plus à risque, il y en a trois. Les patients qui ont un déficit du complément constitutif, donc les pathologies du complément, acquis, c'est-à-dire les patients qui ont des anticorps contre le complexe d'attaque membranaire. Et les troisièmes, c'est les hyposplénismes ou les aspénies fonctionnelles. Le reste, on n'a pas de surrisque d'infection invasive à méningocoque. Bon, la question de à quelle fréquence on doit vacciner les plus de 65 ans et pour le pneumocoque, eh ben, pour l'instant, c'est une seule dose, pas de rappel. Pour les immunodéprimés, les recommandations sont en cours et vous aurez ça, malheureusement, je pense, début 2027, probablement. Mars 2027. Mars 2027. Mais pour l'instant, pas d'indication à une revaccination. Alors pour le méningo B, pourquoi c'est l'adulte entre 15 et 24? Vous voyez, hein, pourquoi on ne le fait pas entre 11 et 14? Vous regardez juste sur la diapo qui est encore présente. Pour qu'un vaccin et on vaccine une population, il faut quand même qu'il y ait une co-efficacité. Donc il faut que l'incidence, on le rappelle, elle est quand même, ça reste une maladie rare, même si c'est une maladie qui est très spectaculaire, ça reste une maladie assez rare. Et on voit quand même que le forte incidence pour un bénéfice individuel, c'est entre 15 et 25 ans. Donc pourquoi pas aller avant 15 ans? Eh bien parce que le Bexsero, on n'a pas aucun argument pour dire que la couverture ou l'immunisation apportée par la vaccination dure plus de 3 à 5 ans. Donc on se dit, on vaccine à partir de 15 ans et jusqu'à 25 ans parce que derrière, ça n'a pas d'intérêt. C'est un effet assez court, sans immunité mémoire à long terme. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions brûlantes, alors les diaporamas, je vous le redis, sont dispo en ville. La version sonorisée sera bien sûr dispo aussi sur le site du CRATB du Hauts-de-France pour tous les deux. Il y a même une chaîne YouTube, il paraît. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Ah, une question brûlante encore. Vacciné à le Bexsero à 13 ans, faut-il le revacciner à 18 ans? Alors, si l'adolescent a été vacciné avec le Bexsero, donc contre le méningo B exclusivement à l'âge de 13 ans, vous pouvez vous dire qu'effectivement, à 13-18 ans, il n'y a plus grand-chose. Alors, à 13 ans, vraisemblablement, les parents ont dû le payer. Il y a des données qui existent de laboratoire qui ne sont pas publiées sur les effets boosters d'une mono-injection de vaccination contre le méningo B après un schéma de primo-vaccination. Donc, c'est données fabricants, ce n'est pas des données publiées, mais néanmoins, une seule dose de revaccination paraît suffisante pour réentraîner une unité sans faire un schéma complet. C'est des données de laboratoire, donc ce n'est pas des essais vie réels. Et pareil, si la question est est-ce qu'il faut changer le Bexsero vers le Trumemba, y a-t-il un bénéfice des schémas hétérologues? 3 études actuelles en cours aux États-Unis à ce sujet, parce que eux, ils ont un vaccin, la vaccination du méningo B chez eux, la cible, c'est le Spring Break. Donc forcément, ils les vaccinent tous à ce moment-là. Eh bien, écoutez, on va vous laisser tranquille avec les vaccins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on va clôturer ça. Je remercie les docteurs Vigé et Courroyer d'avoir été avec nous pour ces brillantes interventions. À bientôt.